Les groupes de la Coupe du Monde viennent d'être tirés au sort et on n'a pas de temps à perdre, on analyse ça tout de suite. Hey, j'espère que vous allez bien et j'espère que votre équipe préférée va bien. J'avais pas du tout prévu de faire cette vidéo, c'est temps où vous remarquez que le planning c'est un peu n'importe quoi entre la semaine passée où j'ai pas eu le temps de poster et aujourd'hui je voulais parler du Barça de Xavi, mais il y a eu ce tirage de la Coupe du Monde, j'étais pas du tout hypé. Et puis en fait, finalement, oui, je le suis assez et je me suis dit, mais allez, j'ai des choses à dire, j'ai envie de parler de ça. Alors on va analyser le tirage de la Coupe du Monde sans plus attendre, groupe par groupe, on va essayer de pas faire trop long. Et on commence évidemment par le groupe A, un groupe, franchement, que j'aime bien. Bon, le groupe A, je sais pas s'il fait rêver, mais je l'aime bien pour plusieurs raisons. Déjà parce que les Pays-Bas reviennent en Coupe du Monde avec Louis van Gaal et il y a quelque chose qui est en train de se passer du côté des Pays-Bas. Dès qu'il a repris l'équipe, on s'est dit « Ouh, là, c'est pas l'équipe de Frank de Boer, il y a des choses intéressantes qui se passent, ils ont des super joueurs. » Et ce qui va m'intéresser, en fait, c'est de voir sur une compétition comment l'équipe de Louis van Gaal, elle évolue. On sait que c'est un coach qui a des principes tellement tranchés, mais on l'attend quand même dans un tournoi où, de match en match, il faut savoir s'adapter. Et ce qu'on aime dans les Coupes du Monde et les Euros, c'est voir les équipes évoluer. Et ce groupe 1, il m'intéresse aussi parce qu'il y a le Qatar, et le Qatar, ils ont été champions d'Asie il y a quelques années, ils ont un vrai projet avec Félix Sanchez à la tête qui est en train de se dérouler. Alors ils n'ont pas que des joueurs qataris, mais là aussi ils essayent de faire les choses bien en passant cette Coupe du Monde au Qatar. Voilà, c'est un scandale et il y a tellement de choses qui vont pas. Mais si on se concentre juste sur le travail qui est en train d'être fait avec l'académie, avec Félix Sanchez, avec l'idée de mettre en place des principes de jeu, il y a des choses intéressantes qui se passent et le moment est venu de confronter ça au monde entier. Et pour le Sénégal, c'est vrai que c'est une équipe qui a été assez critiquée au pays. On dit qu'Aliou Cissé, c'est pas un coach qui va tant dans les détails que ça, mais l'équipe, elle est championne d'Afrique. Elle a une compétitivité qui est assez impressionnante quand même, qui est personnifiée par un Sadio Mané qui est incroyable quand il joue avec le Sénégal, et cette compétitivité, plus que le jeu, mais cette compétitivité, j'ai envie de la voir en Coupe du Monde contre d'autres nations, voir si le Sénégal a franchi un cap. Encore une fois, peut-être pas dans le jeu, mais dans sa capacité à se frotter aux autres nations. Et ce groupe A, qui n'est pas le plus relevé, peut permettre ça, peut permettre de voir un Sénégal vraiment où on se dira « Oh, c'est ça que l'équipe du Sénégal vaut ». Et c'est pour ça que j'aime bien ce groupe A. L'Équateur, je vais pas vous mentir, c'est pas une nation que je connais. Le groupe B avec l'Angleterre, que j'attends pas du tout au tournant, enfin oui, au niveau des résultats, mais dans le jeu, pas du tout. Je crois que Gareth Southgate, on commence à connaître la formule. Lors du dernier Euro, on était tellement à être déçus. Cette idée presque scientifique, mathématique, a été formulée limite selon des modèles, selon lesquels il fallait pas prendre de risques, il fallait contrôler le jeu, il fallait pas s'exposer. On a vu ça donner. Bon, une finale quand même. C'est pas du tout une équipe qui nous a plu, on sera là pour les joueurs, mais clairement pas pour l'approche collective. Mais là où moi j'ai envie de voir des choses, c'est du côté des États-Unis. Leur campagne de qualification, ça a été serré avec le Mexique, avec le Costa Rica, avec le Canada, tout ça, ça s'est fini en très peu de points. Mais là où je les attends, c'est qu'on a des joueurs, maintenant beaucoup de joueurs qui sont en Europe, qu'on voit jouer régulièrement. Il y a évidemment les joueurs les plus connus, Pulisic, mais au poste de gardien, Zach Steffen quand même, qui n'est pas titulaire à City, mais franchement, on l'a vu, Zach Steffen, on commence à avoir des références sur lui, un gardien un peu borderline comme ça, mais je l'aime bien. Et ils ont des joueurs, je trouve, qui sont assez divertissants. Pourquoi ? Parce que c'est des joueurs qui sont assez bons dans les grands espaces, qui ont du volume. Je pense par exemple à Tyler Adams, si, mais Younous Moussa aussi, que je vois jouer régulièrement avec Valence. Ricardo Pepi, on en a beaucoup parlé, là peut-être un petit peu moins, mais aussi, lui, c'est un joueur sympa. Et je sais pas si j'attends un vrai résultat des États-Unis. Il y aura ce duel géopolitique avec l'Iran aussi, mais je m'attends à être diverti. Franchement, j'ai une petite attente sur les États-Unis, et puis ensuite il reste une équipe du groupe qui doit être déterminée, une équipe européenne. Le groupe C avec l'Argentine, la Pologne, le Mexique et l'Arabie Saoudite. Il y a deux choses que j'attends dans ce groupe-là. Première, c'est la Pologne. Ils ont changé d'entraîneur récemment. J'ai beaucoup aimé leur match contre la Suède. C'était le dernier match de play-off pour se qualifier. Et j'ai pas envie de tout axer sur Lewandowski, même si c'est assez difficile de le faire, parce que oui, il y a d'autres noms qui sont là. Il y a les Zelinski, il y a Matikash, des gars comme ça. Mais il y a aussi toute cette vieille garde qu'on commence à connaître assez. Et la Pologne, au niveau des individualités, je sais pas si je m'attends à tant de choses que ça. Mais encore une fois, j'ai bien aimé la façon dont l'entraîneur a repris cette équipe-là, et je sais pas si je m'attends à quelque chose de fou, mais je suis curieux, vous savez, une attente, une curiosité comme ça. Et puis l'autre chose, c'est l'Argentine. Pour avoir parlé avec des personnes en Argentine récemment, ils ont un peu l'impression qu'on regarde pas trop ce qui se passe là-bas, alors que eux,
Ça fait des années qu'ils n'ont pas été aussi contents. C'est pas seulement qu'ils ont remporté la Copa América récemment, mais c'est qu'ils sont tous devenus fans de leur Scaloneta, c'est le bus de Lionel Scaloni, dans lequel il a embarqué tous ses joueurs. Et en Argentine, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Alors, il y a certains joueurs, on les connaît pas tant que ça, ils jouent en Europe, oui, par exemple, Guido Rodriguez qui est au Betis, qui est un joueur important de l'équipe, Cuti Romero aussi, on le connaît, il joue à Tottenham, mais en Argentine, vraiment là ça commence à devenir sérieux. Il y a vraiment quelque chose qui se passe, il y a beaucoup de confiance, il y a une super ambiance de groupe aussi, ça c'est super important, les joueurs sont à chaque fois hyper contents de se retrouver, et comme il n'y a pas beaucoup de matchs amicaux qui ont été joués ces derniers temps des équipes européennes et argentines, on les connaît pas tant que ça, mais eux, vraiment au pays, ils sentent que c'est pas la même façon d'aborder une Coupe du Monde que sous Sampaoli la dernière fois par exemple. Et là, à ce niveau-là, franchement, j'ai pas mal d'attentes concernant l'Argentine. Et puis le Mexique, évidemment, il y a à chaque fois des joueurs qui sont bons, mais le Mexique, ils sont capables de tout lors d'une Coupe du Monde, y compris dans les derniers jours du rassemblement. Mais le Mexique, à chaque fois, il faut les compter, parce que c'est pas n'importe quelle nation du football non plus. Ça me fait penser que je dois toujours faire l'épisode de la découverte sur le Mexique. Et puis l'Arabie Saoudite, non plus, je vais pas faire genre que je les connais, parce que c'est pas le cas. Le groupe D, celui de la France, est-ce qu'il y a vraiment des choses à dire? À part qu'il y a encore un petit animal qui a à nouveau frappé. Je sais pas s'il y a tant de choses à dire que ça, honnêtement. J'ai peut-être un peu plus parlé du Danemark, mais le Danemark, là aussi j'ai envie de voir s'ils arrivent à rééditer ce qu'ils ont fait à l'Euro. C'est-à-dire une équipe qui était tellement plus que la somme de ses individualités. Et ça, c'était fantastique. S'il faut presser, on presse. S'il faut être un peu plus bloc bas, on le fait. S'il faut varier le système, on le fait. S'il faut varier la vitesse à laquelle le ballon voyage aussi. S'il faut varier la position de mêlée, qu'on a un peu perdu de vue d'ailleurs, le pauvre, là aussi. J'ai envie de voir vraiment à quel point cette aventure 2021 du Danemark, c'était un one-shot ou pas. Mais bon, pour le reste, ce groupe D, c'est peut-être pas le plus enthousiasmant. J'ai l'impression. Le groupe E, celui de l'Espagne, du Japon, de l'Allemagne et d'une dernière nation, on ne sait pas encore laquelle. Vous m'en voudrez pas si je me concentre surtout sur l'Espagne et l'Allemagne, parce qu'ici il y a une chose qui m'intéresse à fond. Vous savez, ces dernières années, on a beaucoup dit une espèce d'appauvrissement du niveau des sélectionneurs. Les sélectionneurs, c'est pas qu'ils peuvent être choisis un peu comme ça par hasard, mais ils n'ont pas des palmarès qui font forcément rêver. Mais ça concerne pas Luis Enrique et Hans-Dieter Flick. Ils ont les deux gagné la Ligue des Champions. Ce sont deux entraîneurs qui ont des idées très arrêtées. Non, pas des idées très arrêtées, mais qui sont très forts tactiquement, vraiment dans l'adaptation, dans le fait de transformer leurs équipes. Ils sont brillants. C'est des entraîneurs qui, dans la gestion de groupe, sont assez impressionnants. Hein. Luis Enrique, vous avez des documentaires qui ont suivi l'équipe d'Espagne. Il est bluffant comme entraîneur. Vous savez, dans la gestion de son groupe, tu sens qu'il les a tous comme ça dans la paume de sa main. Et Hans-Dieter Flick, il faut se rappeler, le vestiaire dont il a hérité, la façon dont il a réussi à reconnecter avec ce vestiaire-là. Au niveau tactique, ça va être passionnant, je pense. Parce qu'on a d'un côté un duel de joueurs, des profils qui sont quand même sympas, ok, c'est peut-être pas l'équipe d'Espagne 2012 et l'Allemagne 2014, mais des profils sympas, et des entraîneurs qui sont vraiment passionnants à suivre. J'ai vraiment l'impression que ce duel, on va en profiter. Et que c'est pas des paroles en l'air, parce qu'il y a tellement de niveaux sur lesquels on peut analyser cette confrontation à venir. La Belgique, la Croatie, le Maroc et le Canada. La Belgique et la Croatie, c'est deux équipes qui partagent un peu la même problématique. Ils ont une base de joueurs qui est là depuis des années, mais la question maintenant, c'est est-ce qu'ils peuvent encore se surpasser? Est-ce qu'ils peuvent encore briller dans un grand tournoi? Est-ce qu'on n'arrive pas au bout d'une génération? Est-ce que c'est pas trop tard? Eh ben, c'est fort possible que oui, mais c'est des équipes, ça vaut toujours le détour de les voir, mais c'est peut-être l'angle que je privilégierais au niveau de l'analyse de ces deux-là. Et puis il y a le Canada qui a fini premier de sa zone de qualification. Et le Canada, c'est avec le Qatar et les États-Unis des équipes que j'ai vraiment envie de voir. Là, il y a beaucoup de curiosité. J'ai envie de voir comment tout ça s'articule. Les équipes de la zone CONCACAF, c'est pas toujours facile de les appréhender. On ne sait pas toujours quelle est leur vraie valeur. Raison de plus d'être intéressé par ce Canada. Brésil, Serbie, Suisse, Cameroun, c'est le groupe G. Bon là, je vais parler en tant que Suisse, si ça vous dérange pas. C'est vrai qu'en Suisse, on a l'impression que le tirage est horrible, que c'était le tirage le plus difficile. Ok, c'était peut-être le tirage le plus difficile, mais la Suisse, à un moment donné, selon moi, elle doit assumer ses ambitions. On passe notre vie à dire que c'est la meilleure génération de l'histoire du football suisse. Elle sort de deux super événements en 2021 comme l'Euro et cette qualification à la première place devant l'Italie, qualification directe. Pour la Coupe du Monde, elle passe sa vie à jouer des adversaires relevés en Ligue des Nations. Bon, à un moment donné, il
Il faut assumer ses ambitions, et la Serbie, oui, c'est une super équipe, au niveau des joueurs, au niveau de ce qu'elle a fait durant les qualifications, mais c'est une équipe, bon, bah, elle n'était pas là lors du dernier Euro, lors de la Coupe du Monde d'avant, elle a fini 3e du groupe. La Suisse doit assumer ses ambitions, à mon avis. Mais ça ne veut pas dire que la Serbie et le Cameroun, il faut les prendre de haut. Le Cameroun, c'est une équipe, c'est fort possible que ce ne soit pas la meilleure génération de l'histoire du football camerounais. Les Camerounais le disent, hein, ils le disent aussi, ils le reconnaissent. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord, en tout cas c'est un avis que j'ai pas mal entendu. Et puis vous avez la Serbie qui est en train de régénérer quelque chose, et puis il y a Vlahovic qui est un argument à lui tout seul, c'est vrai, et puis ils ont toujours de super joueurs, mais au niveau du vécu et de l'expérience, la Suisse est devant. Et puis il y a le Brésil, et là j'ai une vraie interrogation, parce que Neymar c'était une force créatrice pour le Brésil, je ne sais pas si toutes ces dernières années, mais durant la décennie 2010-2020, et on sait tous là où il en est dans sa carrière. Et ce qui va m'intéresser, c'est à qui va appartenir cette équipe du Brésil. À un Vinicius, par exemple, Tite semble enfin lui faire confiance. À un Anthony, dont on parle de plus en plus. À cette charnière centrale potentielle, Militao. Marquinhos, ça va être quoi? La force du Brésil. Et Tite, ces équipes du Brésil, ces dernières années, elles ont toujours été un peu bizarres. C'était pas des équipes très très faciles à lire. Et là, ce sera mon interrogation. À quoi est-ce qu'elle va ressembler? Sur quoi est-ce qu'il va s'appuyer? Quelle sera la grande force de l'équipe du Brésil? Il faut toujours classer le Brésil parmi les favoris, mais j'ai l'impression que parfois, et là ce sera peut-être à nouveau le cas, on le classe parmi les favoris sans trop savoir exactement pourquoi. Parce que c'est le Brésil, parce qu'ils ont des très bons joueurs, oui, mais ce sera quoi l'idée de Tite? Et enfin le dernier groupe, Portugal, Uruguay, Ghana et Corée du Sud. Là, ça va être bien aussi. L'Uruguay, il y a une relève générationnelle qui doit se produire. Déjà, il est plus entraîné par Tabarez et ça, c'est assez choquant. Mais ce que je me réjouis de voir, c'est est-ce que les Godin, les Luis Suarez, les Cavani, ils auront vraiment une place, ou est-ce que cette équipe, elle appartiendra davantage à Araujo, qui monte tellement en puissance, à un Fede Valverde qui, avec la sélection, généralement, passe toujours de bons moments, ou alors à des milieux de terrain, Nico de la Cruz, qui est un joueur que j'aime beaucoup, un Torreira, pourquoi pas. À quoi va ressembler cette équipe d'Uruguay, mais toujours d'un point de vue de la compétitivité, parce que c'est une équipe, c'est généralement un monstre de compétitivité. Et j'ai envie de voir dans l'équipe d'Uruguay, pas tant le jeu, là je veux dire, ça m'intéresse pas tant que ça, contrairement à d'habitude, mais quels seront les leaders de demain, quels seront les leaders de cette équipe d'Uruguay. Et puis vous avez le Portugal, je crois que moi j'ai envie de les voir juste dans l'adversité. C'est une équipe peut-être, il faut assumer qu'elle va nous décevoir avec Fernando Santos, qu'ils ont peut-être les profils les plus excitants d'Europe, mais qu'à l'arrivée ça joue pas comme on aimerait, que parfois c'est du gâchis. Mais je vais pas être négatif ni pessimiste. Moi j'ai envie de voir cette équipe du Portugal dans l'adversité, dos au mur. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment au sujet de cette équipe-là. Comment ces joueurs de classe mondiale, ils vont réagir face à des équipes qui vont leur rentrer dedans. Puis elle gagne la Corée du Sud, mais là je vais vous dire humblement, je connais très peu ces équipes. Le Ghana, oui, je me réjouis à fond de voir Thomas Partey et Idrissou Baba parce qu'ils font partie de mes milieux de terrain préférés. Vraiment, c'est des joueurs que j'aime beaucoup. Mais bon, je ne vais pas me perdre en conjecture et faire genre que je connais. La Coupe du Monde, c'est aussi ça. Découvrir des équipes, découvrir des joueurs, voir à quoi ça ressemble et presque tomber amoureux de certaines équipes. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Très peu de structure, très spontanée, j'ai rien préparé du tout, mais vous l'avez compris, c'est une vidéo qui est faite depuis l'enthousiasme, et j'ai envie de vous voir aussi dans les commentaires, voir ce que vous attendez, quelles sont les équipes que vous avez envie de voir, les joueurs, sur les équipes, par exemple les équipes africaines que je connais moins, qu'est-ce qui vous a enthousiasmé de votre côté. J'ai oublié de parler du Maroc, je crois, aussi, les Marocains, si vous me regardez, j'ai envie de vous lire, vraiment c'est une vidéo pour échanger, et nous on se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, là je contrevient un peu aux règles, mais dimanche 10h, là, pour une vidéo plus normale, si je peux dire. Allez, à toutes!